L'Afrique subsaharienne, riche de ses sols et de ses sous-sols, peine toujours à s'engager de plein pied sur les sentiers d'un véritable développement. Et chose curieuse, malgré de nombreux plans et programmes de développement élaborés et exécutés par ces pays et des gouvernements successifs qui semblent pourtant afficher une certaine volonté politique, telles des thérapies qui visent à assurer le décollage économique des pays africains, la plupart de ces plans se sont soldés par des échecs classés sans suite. Mais quels sont les facteurs responsables de cette situation? Mauvaise exécution, manque de vision endogène, prospective et de volonté politique, ou plutôt simple inadéquation des plans et programmes de développement avec les priorités de l'heure. Quoi qu'il en soit, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont vu s'accentuer leur retard dans la quête du développement et la question mérite qu'on s'y attarde. Merci à tous de prendre une fois encore le rendez-vous. La discussion, c'est juste après ceci. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce numéro d'Espace Éco Maurizio Bedei. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous êtes également spécialiste des questions énergétiques. Bienvenue. Merci à vous. Également présent sur ce plateau, Casimir Pidjok, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie au Bénin. Merci d'être avec nous. Je me tourne vers vous, Monsieur Maurizio Bedei. Malgré les nombreux plans et programmes de développement qu'ils n'ont cessé d'élaborer depuis les indépendances, les pays africains peinent toujours à se développer. Et pire, d'autres ont encore vu leur retard s'accentuer. Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer une telle situation? Merci beaucoup pour la question. Et d'abord, c'est bon de se demander et de se poser cette question. Pourquoi plusieurs plans sont lancés et en fait, c'est tout plein pour un développement durable, pour la réduction de la pauvreté, la création des emplois, tout cela. Et après, on voit qu'on est toujours dans la même situation. Donc, c'est une question, c'est dommage de se demander pourquoi ça passe comme ça. Et donc, de trouver, si ce n'est pas la bonne voie, de trouver une voie différente, une voie alternative. Alors, je me tourne vers vous, Casimir Pidjok, c'est la même question. On ne comprend pas que malgré des successions de plans et de programmes dits ambitieux de développement, les pays africains sont toujours à la traîne. C'est vrai, Crépi, il faut le dire, hein, l'Afrique a ce problème. L'Afrique, déjà, a cette capacité-là d'avoir des cadres qui, au détour d'un colloque ou depuis leur laboratoire, inventent, innovent en termes donc de politique publique, en termes donc de stratégie pouvant permettre à ce continent de prendre enfin son envol. Mais on ne comprend pas pourquoi chaque fois ces programmes rédigés à grands frais parfois, ou peut-être ces programmes élaborés par des élites, n'arrive toujours pas à satisfaire donc, les attentes de ces politiques-là. Et on se demande véritablement qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas avoir inventé quelque chose et qu'on soit incapable donc, de gérer donc, ce qu'on soi-même on a inventé. Qu'est-ce qui se pose comme problème véritablement au cours du développement? On va un peu montrer les aspects, mais déjà il faut dire que l'Afrique a un problème, les dirigeants africains ont un problème. Nous avons le problème de... un problème culturel en ce sens que les Africains ne maîtrisent pas l'environnement dans lequel ils sont. Enfin, les élites, parfois, ils pensent que Paris a été développé un jour. Parfois, ils amènent des programmes qui viennent de quelle planète, on ne sait. Et parfois, c'est des trucs qui ne cadrent pas du tout avec la réalité. Vous voulez dire des programmes d'action, des plans d'action qui ne cadrent pas forcément avec les réalités locales. Parce que vous avez, par exemple, une population qui a droit peut-être, je ne sais pas moi, à l'éducation. Et on laisse cette population, on va amener l'Internet à une population qui ne sait ni lire ni écrire. Vous voulez développer cette population-là comment? Dans une
enfin, dans un pays ou dans un cadre où le taux d'alphabétisation est de 110%. D'analphabétisation, excusez du peu. D'analphabétisation est de 110%. Vous amenez des smart dans un milieu comme ça. Vous amenez 2 fibres optiques dans un pays où vous n'avez même pas la capacité d'utiliser 25% d'une fibre optique. Pendant que dans ce même environnement, on continue de cultiver la terre à la houe et à la daba. À la houe, à la daba. Pendant que dans cet environnement, on a du mal à avoir 500 francs CFA pour se nourrir. Ne demandez pas à une population du genre d'aller donc acheter l'Internet à grands frais. Ce n'est pas possible. Donc, on a quand même l'impression que nos dirigeants, parfois, descendent de masse, descendent d'une planète qui, forcément, ne cadre pas avec la réalité sur Terre. Il va falloir donc à nos dirigeants de s'adapter aux réalités du territoire. Et donc, les plans de développement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les programmes d'action au niveau donc, des États, souffrent de ce petit pépin-là qui n'arrive de cette jonction-là qui n'arrive pas à faire. Ou peut-être, c'est les partenaires techniques et financiers qui, véritablement, n'ont pas fait l'étude environnementale avant donc de décider ensemble avec donc, ces dirigeants du programme qu'il faut. Donc, ça pose toujours un problème et je souhaiterais véritablement qu'à la fin de cette émission, que les dirigeants puissent véritablement comprendre. On peut en citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire et même le Nigeria. Même le Nigeria aujourd'hui, qui veut être la locomotive du développement au niveau donc, du continent, le Nigeria peine à se décoller. Vous ne comprenez pas qu'un pays comme le Nigeria puisse avoir donc, du pétrole brut et paradoxalement importe donc les hydrocarbures. Ça sort de l'entendement. On se demande véritablement si véritablement il y a des dirigeants qui réfléchissent dans ce pays. Je vais revenir à vous, Casimir Pedja. Monsieur Bedaï, je me retourne vers vous. Et pourtant, il s'agit de plans ou programmes qui sont souvent jugés ambitieux. On se demande finalement à quel niveau se situent les dysfonctionnements, selon vous, à l'élaboration ou au niveau de la mise en œuvre. Oui, merci encore pour la question. Il y a 2 aspects dans un plan. Il y a la forme et la substance. Ici, on regarde trop la forme et petite la substance. Comme j'ai l'habitude aussi, quand je suis professeur à l'université, de donner des exemples, comme ça la compréhension est plus facile. Hier, j'avais étudié ce document. C'est un document de stratégie régionale préparé pour la commission UMOA et le secrétariat exécutif de la CEDEAO. C'est un plan élaboré, ils ont travaillé, je pense, au moins 100 personnes, et c'était présenté en décembre 2006, donc ce n'est pas trop derrière là, et il avait une valeur jusqu'à 2015. Ici, là, c'est 205 pages. À la fin, ils ont tout écrit, même la statistique, combien de Maliennes y étaient en Côte d'Ivoire dans les 1920. Ça veut dire 100 années passées. Que ça n'a pas, aujourd'hui, comme les choses sont changées beaucoup, ça n'a pas un grand signifié pour un développement. Bon, si on regarde les titres de ce document, que c'est l'original. Si on regarde les titres, est intégration régionale, croissance et réduction de la pauvreté. Donc, les titres, il y a une erreur dans les titres énorme. Ils ont oublié de mettre croissance économique. Croissance et réduction de la pauvreté. C'est comme si le document était fait pour jouer sur la pauvreté. On peut l'augmenter, on peut la diminuer. Mais en fait, c'est la croissance économique. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que malgré tout ce travail financier pour la CEDEAO, l'UMOA et un fonds aussi belge, tout ça là, personne n'a pas regardé. Vous voulez dire que les plans sont élaborés, mais que ces plans, on ne les lit pas, on ne les met pas en exécution? Moi, je crois, sinon, on devait trouver une correction. Sur la première page, le titre a une erreur. On ne peut pas dire que quelqu'un a lu ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense qu'on met sur le papier et après ça, ça va partir. Alors que ce n'est pas ça. On met sur le papier surtout la substance.
pas trop la forme. Et comme il y aura encore d'autres questions là, je vais être plus concret dans les prochaines questions que vous allez me poser. Casimir Pédior, vous avez également la même impression que les plans sont élaborés, mais que personne ne lit ces plans et du coup, on ne les met. C'est pas forcément ce qui est rédigé, qui est mis en application. C'est vrai, et je partirai de l'exemple qu'a donné donc M. Bédi pour dire que quand on parle de l'intégration régionale, par exemple, quand vous voyez des structures comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'UEMOA s'associer avec leurs partenaires européens pour donc élaborer un document comme ça, c'est parfois de l'injure à l'élite africaine lorsqu'on parle de l'intégration régionale. Quand vous prenez par exemple les peuples, je donne au niveau de la sous-région ouest africaine. Je prends donc le Niger, je prends la Côte d'Ivoire, je prends le Burkina Faso, je prends le Togo, le Ghana, je prends ces 5 pays-là. Vous allez voir que les peuples, de par déjà leur histoire, sont déjà intègres. Il n'y avait pas un document qui demandait donc au Burkinabé d'aller en Côte d'Ivoire travailler. Il n'y avait pas un document qui demandait donc aux Nigériens de venir au Bénin pour travailler. Il n'y avait pas un document qui demande aux Béninois d'aller au Nigeria travailler. Et il n'y avait pas un document qui demande donc à ces pays-là d'intégrer. Et l'économie est en même temps intégrée que la culture. Donc aujourd'hui, lorsque la CEDEAO, l'UEMOA se mettent donc à élaborer un document d'intégration, on a comme l'impression, comme l'a dit donc M. BDI, que c'est maintenant va commencer l'intégration. Or, le rôle capital ici, c'est comment profiter de l'intégration déjà, de l'existant. Comment est-ce que les peuples qui déjà échangeaient, comment est-ce qu'on va les formaliser pour que l'État puisse captiver? Comment est-ce qu'on peut développer les moyens pour accompagner donc cette intégration? Ça devrait être des documents comme ça qu'on élabore. Ça doit être un document de planification pour pouvoir faire profiter nos États véritablement de ces documents-là. Lorsque vous parlez d'intégration et que déjà les peuples, de par leur histoire, ont déjà réglé la question et connaissent mieux le langage de l'économie, connaissent mieux les besoins, leurs besoins, vous n'allez pas vous mettre, par exemple, à enseigner la technique de pêche à des populations qui vivent au niveau du fleuve Niger, par exemple, depuis le Mali, juste donc au Tchad. Vous n'allez donc pas venir leur enseigner comment est-ce qu'il faut la cohabitation pacifique. Vous n'allez pas leur enseigner ça. Donc, il vous revient à vous de savoir de quoi véritablement ils ont besoin pour que leur activité puisse être modernisée. Et pour que cela puisse être profitable pour la grande masse. Donc, comment industrialiser leur activité? Comment faire que la petite énergie dépensée puisse donner un grand rendement? Ça devrait être ça. Donc, l'intégration régionale pose déjà un problème en lui-même. Lorsque vous voulez élaborer des plans, ça c'est sur le plan régional, lorsque des pays comme le Bénin, comme le Togo et bien d'autres veulent élaborer des programmes, des stratégies, et on dit plan stratégique de lutte contre la pauvreté, ça pose un problème. Quel problème? Le problème que ça pose, c'est déjà le nom. Vous voulez lutter contre la pauvreté. Pourquoi ne pas lutter pour la richesse? Pourquoi ne pas lutter pour la croissance? Déjà que chaque fois vous vous mettez que vous êtes pauvre, vous ne faites que vous enliser dans la pauvreté. Mais lorsque vous travaillez, c'est pour être plus riche. Là, donc, vous parlez de déjà la terminologie pose de problèmes. Mais lorsque vous voyez les documents issus donc de ces longues années ou je ne sais pas combien de jours d'élaboration, lorsque vous les voyez, ça ne tient en rien compte des besoins de la population. Parfois, c'est des documents qui sont à l'antipode des réalités que vivent donc sur le terrain les populations. Vous imaginez par exemple, le Sénégal décide donc d'élaborer, à élaborer son programme, le programme Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent qui va jusqu'en 2035. Et vous imaginez aujourd'hui qu'on parle d'un Sénégal où les populations, c'est-à-dire ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui exercent une activité forte, aujourd'hui, en 2035, auront la capacité de savoir naviguer, auront donc des fermes sur smart, auront donc des trucs bizarres. Or, le Sénégal a besoin
de moderniser juste son agriculture. Vous avez dit c'est un plan qui court jusqu'en 2035. 35. Jusqu'en 2035, ce n'est pas la quantité de Sénégalais qui est analphabète aujourd'hui qui le sera. J'ai juste donné un exemple. Vous avez un plan, par exemple, qui ne dit pas comment est-ce qu'on peut aider cette population agricole-là à trouver le financement qu'il faut véritablement pour exercer leurs activités. Vous avez, par exemple, au Sénégal, vous avez un pays qui s'endette sauvagement, mais qui, au finish, vous n'arrivez pas à trouver sur donc, le tissu économique, vous n'arrivez pas à trouver cet endettement-là, vous n'arrivez pas à trouver. Aujourd'hui, le Togo, qui est le pays le pays qui est au rouge aujourd'hui en termes d'endettement, vous vous demandez si véritablement la population togolaise jouit véritablement des fruits de l'endettement de son pays. Et pourtant, nous avons un plan de prospection, nous avons un plan d'émergence, un plan pouvant permettre de sortir ces pays donc, de la pauvreté. Et tous les jours, chaque fois on parle de ces plans-là, c'est que le pays, on remarque que le pays s'enlise dans la misère. Ce que vous voulez dire, c'est que les plans ne sont pas forcément adaptés aux réalités des pays. Alors, Monsieur Bédéi, on a parlé de l'élaboration, forcément, qui ne tient pas compte de la situation de la population, mais à l'exécution de ces plans, puisque c'est après l'exécution qu'on a les résultats. On n'a pas les résultats parce que ces plans ne sont pas mis en œuvre, ou bien la façon dont ces plans sont exécutés n'est pas forcément la bonne façon. Oui, et j'ai fini avec... Cet plan, pourquoi? Comme c'est un plan qui concerne toute la sous-région, donc c'est véritablement un exemple intéressant. Sur les 205 pages d'élaboration, de conseils, tout ça là, moi j'ai cherché les moments où l'économie sort, où on prend combien ça coûte cette plan, et là où sont les moyens. Voilà que combien ça coûte, on ne sait pas. Donc, on est véritablement dans l'obscurité par rapport à les coûts de toute cette opération. Après ça, dans les 205 pages, c'est ça seulement qui explique comment le financement va être coordonné. Donc, ça veut dire que dans tout ça là, c'est la chose moins importante, alors que c'est la chose véritablement vous voulez dire, on fait le plan, mais on ne dit pas comment ce sera exécuté. Même les moyens qu'il faut. Si, dans les privés, par exemple, après on va revenir sur ça, quand on élabore un plan, la première des choses, c'est de savoir combien c'est nécessaire pour améliorer une industrie, par exemple, combien c'est nécessaire, et là, on prend cet argent. Ici, là, il y a des hypothèses. Dans les 205 pages, disons, c'est une quatrième d'une page qui explique la question financière. Et il n'y a pas les montants. Donc, on ne sait pas combien ça coûte cette plan. 205 pages d'explication, combien de Maliens il y avait en Côte d'Ivoire en 1920, mais on ne sait pas combien ça coûte. Comment on peut penser de mettre en œuvre un plan si on ne sait pas combien ça coûte? Ce n'est pas forcément le cas de tous les plans. Quand on prend les plans au plan national, on a souvent les coûts, ce que ça coûte, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Par exemple, au Bénin, le dernier plan, là, c'est 9 000 milliards en 5 ans. Donc, c'est 2 fois les revenus de tous les budgets, là, concentrés dans les investissements. Et déjà, ça, on sait que c'est une chose impossible. Tous les économistes du monde pour dire que ça là, ce n'est pas réalisable. Ce que vous voulez dire que les plans sont surévalués, c'est ce que vous voulez dire par là? Moi, quand j'ai vu les plans élaborés ici, bon, j'ai pensé que comme c'était l'endemain de la victoire électorale, nous tous, on était... Dans l'euphorie. Oui, on était très euphorique, donc on va faire beaucoup de choses. Mais une fois qu'on met ça sur la table, il faut aussi réfléchir comment on peut investir 9 000 milliards en 5 ans. À part ça, il y a un problème, un aspect économique très important que je voulais expliquer d'abord. Lequel? Dans un pays pauvre, l'État n'a pas forcément la capacité et l'État ne doit pas trop rentrer dans l'investissement. Pourquoi je dis ça? Si on fait, par exemple, les grands investissements, les grands plans
de développement sont commencés, l'échec passé en Amérique. Le président de 1936, le New Deal, Franklin Delano Roosevelt, il avait lancé un grand, énorme plan de redémarrage de l'économie américaine. Comment? Si l'État investe beaucoup dans les structures en Amérique ou en Europe, pour exemple, on fait, disons, pour faire un exemple, un aéroport, les carreaux se fait dans les pays, les câbles électriques se fait dans les pays, les lumières se fait dans les pays, les technologies se fait dans les pays, les transports, les moyens de transport se fait dans les pays, les peintures, tout, les fers, les ciments, tout est fait dans les pays. Donc il y a une retombée économique. Mais ici, on fait le bien-être des autres pays. On importe les câbles, on importe les fers, on importe les carreaux, on importe les finissures, on importe les technologies, les panneaux et tout ça. Donc, l'effet d'un grand investissement comme ça, que ça va partir à l'extérieur, ça ne laisse rien au Bénin. Il n'y a pas une croissance. Les gens qui sont des économistes, qui connaissent l'effet de multiplicateur, les grands maîtres John Maynard Keynes, l'effet de multiplicateur, ça veut dire, si tu mets 100 dans l'économie, si l'économie est intégrée, tu arrives à avoir 130. Donc, il y a un mécanisme qui se relance lui-même. Mais si tu as importé ça dans la Chine, ça dans la Norvège, ça dans la France, ça dans les États-Unis, ça dans les pays arabes, et tu laisses seulement une petite main-d'œuvre de dernier niveau, ça donne quoi les pays? Voilà. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que tant que le marché africain sera tourné vers l'extérieur et que ça ne vivra que de l'importation, quel que soit le plan qu'on va établir, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est facile. Vous voyez, malheureusement, je suis d'accord avec Casimir sur ça qu'il a dit, hein, et qu'on part toujours à dire qu'on est pauvre, tout ça là. Mais en réalité, on est encore un pays pauvre. Je vous donne un exemple. Et comme je suis souvent habitué à faire dans la classe là, pour que mes élèves aussi comprennent. Ici au Bénin, il y a pour une catégorie qu'on voit chaque jour là. Pour exemple, les Émidjanes. Les Émidjanes sont pauvres. Dans la chaîne de travail, c'est équiparé à un ouvrier ou quelque chose comme ça. Donc, vous pensez qu'un Émidjan, avec sa cotisation, peut devenir riche un jour. Les Émidjans ne pourront jamais devenir riches avec sa cotisation. Donc, un pays pauvre ne pourra jamais se développer avec ses impôts. Jamais. Donc, les impôts, c'est de l'argent, les surplus des pays. L'État peut prendre ça et c'est lui qui investit. Les entrepreneurs peuvent garder ça et c'est eux qui investissent. Si c'est l'État qui prend ça, on n'aura pas un développement. Pourquoi? Ça décourage l'autre investissement locaux et l'arrivée de nouveaux investisseurs. Si l'État prend toutes les ressources nécessaires pour faire des choses qui vont à l'extérieur, on n'aura pas jamais un développement économique. Casimir Pédior, vous avez suivi avec intérêt les explications de M. Bédéi. Votre point de vue? Oui, je note déjà que M. Bédéi fait le lien entre les importations et les exportations. Vous ne pouvez jamais vous développer, à grand jamais. Et aucun pays au monde ne s'est développé en misant sur les importations. Vous ne pouvez pas, étant un pays africain, dépendre de l'extérieur alors que vous voulez vous développer. Et je l'ai cité tantôt, on vous appelle Nigeria, grande puissance économique. Vous exportez le brut du pétrole et vous importez le produit raffiné sur votre territoire. Mais ce n'est pas possible. C'est des incongruités de l'économie. On vous appelle Gabon. Vous avez pensé un programme qu'on appelle graines pour donc accompagner le secteur de la production agricole. Mais aujourd'hui, il est impossible de trouver à Libreville, encore que la production agricole ne se fait pas à Libreville, il est impossible de trouver aujourd'hui au Gabon des structures qui sont prêtes à financer l'agriculture. Des structures, par exemple, qui disent oui au regard donc des facteurs défavorables à l'agriculture. Je m'engage, par exemple, à irriguer
les champs. Donc, des structures qui se donnent donc comme technologie, nous voulons irriguer. Et pensant donc ça, nous allons produire de façon locale les machines qui puissent permettre aujourd'hui d'irriguer ces champs. Mais on le dit, on va en Chine pour commander les appareils. Ça veut dire, votre politique enrichit la Chine. Vous dites, ah, nous sommes pays Bénin, nous aspirons dans 5 ans à investir environ 10 000 milliards dans l'économie. Mais vous n'avez jamais dit au peuple où est-ce que vous allez trouver les 10 000 milliards. Vous pensez, vous avez élaboré un bon document sur le plan de la communication. Rien à y reprocher. Mais vous ne savez même pas là où vous irez trouver l'argent. Vous allez vous développer comment? Qui va vous donner l'argent? Non, parce que vous prenez votre document et vous allez à Paris. Et le Trésor français va vous débloquer 10 000 milliards pour dire, OK, allez faire ce que vous voulez. Il n'a jamais dit ça. Mais vous allez trouver alors l'argent où? C'est ça. Et c'est ça, M. Déby expliquait tout à l'heure en disant, mais dans le document que vous avez élaboré, il n'y a nulle part où il est défini comment est-ce que nous allons mobiliser le financement pour y parvenir. Comment est-ce que nous allons développer le pays? Vous dites que vous voulez, par exemple, lutter contre l'érosion côtière. Mais vous importez la pierre. Or, sur place, on peut avoir cette matière première. Vous l'importez. Vous faites travailler d'autres ouvriers, d'autres pays. Donc, le problème que vous avez, c'est de créer la richesse à d'autres pays. Autant alors vous battre pour être président de ces pays-là et aller travailler pour ces pays et laisser véritablement le peuple se débrouiller. Et donc, véritablement, nos politiques sont bien pensées, nos politiques économiques sont bien pensées, mais la finalité est laissée pour compte. Vous, quand je prends le dernier exemple qui me saute à l'œil, c'est le Niger. Voilà un président qui vient et qui dit le Nigérien va nourrir le Nigérien. Le programme au Niger, c'est le Nigérien va nourrir le Nigérien. Mais déjà, le Nigérien qui veut travailler pour nourrir le Nigérien est affamé et demande de l'aide à l'international. Le Nigérien qui veut travailler demande de l'aide, demande du maïs au programme des Nations Unies pour l'alimentation. Comment est-ce que quelqu'un qui va travailler pour nourrir son frère est déjà affamé et demande de l'aide? Il va trouver ça où et comment? Un pays très pauvre qui aujourd'hui s'endette sur le dos du peuple, qui aujourd'hui a augmenté sa taxation. Vous voulez comment? Vous voulez que ce peuple se développe comment? Donc, le véritable problème qui se pose à nous, en Afrique, à nos pays, c'est que ce n'est pas les rêves qui manquent. Oui, moi, journaliste, je peux rêver donc avoir un studio comme celui de France 24, avoir un studio comme RFI. Mais ça, c'est un rêve. Mais comment est-ce que je travaille pour avoir le financement, pour avoir le matériel, pour pouvoir installer? C'est ça le véritable, la question du développement. Donc nos pays, nos dirigeants sont là, ils sont là dans des embellis, toujours à faire croire au monde entier. Vous avez l'impression que ces plans, les coûts de ces plans sont surestimés? Parfois c'est surestimé, ou parfois c'est sous-estimé, ou parfois même c'est le plan même qui est bancal, qui n'est pas adapté à nos réalités. Les plans ne sont pas du tout adaptés à nos réalités. Ça, il faut avoir le courage de le leur dire. Un pays comme le Gabon, je l'ai pris dans son programme Graines, a ignoré un seul instant que le monde est traversé par ce qu'on appelle le réchauffement climatique et que la saison pluvieuse n'est plus régulière. Et comment est-ce que vous voulez développer donc l'agriculture sans tenir compte de ces paramètres? Aujourd'hui, vous allez voir, on vient à la télé avec le chef de l'État ou bien un ministre vient ou bien un partenaire vient, on montre quelques motopompes qui sont en train donc d'irriguer un champ et on fait croire à la communauté internationale que le Gabon, par exemple, s'est engagé dans la révolution agraire. Non, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est lorsque vous aurez, par exemple, fait ce que le Nigeria a fait. Au Nigeria, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la bourse agricole où, par exemple, c'est le particulier, un peu comme ce que M. Bédé a dit, c'est le privé qui investit, mais l'État accompagne. Donc, au Nigeria, aujourd'hui, il y a cette bourse-là où, lorsque vous êtes agriculteur, vous avez besoin de tel nombre de machines pour l'irrigation, vous avez besoin de tel nombre de machines pour donc la semence, vous avez besoin de telle qualité de semence, mais il y a une bourse qui s'occupe de ça.
Et vous manifestez juste votre besoin et la bourse vient vous accompagner. Et lorsque vous faites de la production, il y a des mécanismes, il y a des structures qui sont là, qui aujourd'hui vous accompagnent dans la récolte. Il y a des structures qui sont là, qui vous accompagnent dans la commercialisation. Au point où vous n'êtes que manager. Vous êtes là, vous claquez du doigt, on vous amène, on satisfait à vos besoins. C'est ça le développement. Mais nous sommes là aujourd'hui à développer des programmes qui utilisent encore la DABA comme mécanisme pouvant permettre aujourd'hui à l'Afrique de se développer. C'est de l'incongruité. Et au même moment, on appelle les multinationales chez nous, ils bradent nos ressources. L'Afrique est riche en termes de ressources minières, en termes de ressources du sous-sol, mais rien de ça ne profite aujourd'hui à l'Afrique. Voilà les réalités donc de notre économie. Et il va falloir travailler sur ces mécanismes. Il ne suffit pas de porter les beaux costumes, venir à la télé, exhiber les beaux documents qui ont été rédigés. Mais aujourd'hui, c'est comment est-ce que véritablement on peut arriver donc à véritablement faire décoller le continent. Alors, Monsieur Bedaï, vous avez parlé du secteur privé. Vous l'avez dit, on ne peut pas développer un pays en se basant sur la collecte d'impôts. Il faut un secteur privé dynamique, si je ne me trompe. Alors, il y a aussi ce côté de l'insécurité de l'environnement économique qui ne favorise pas forcément les investissements dans ce pays. Et tant que le secteur privé, ces pays ne disposeront pas de secteur privé fort, capable d'investir dans leur pays, ces pays resteront toujours à la traîne, quelle que soit la qualité ambitieuse de ces plans, de ces programmes de développement. C'est vrai. En fait, ça, c'est le problème de base. Je voulais faire encore un exemple. Moi, je suis de nationalité italienne. Mon cœur est grand parti béninois aujourd'hui, mais je ne peux pas oublier les 50 ans que j'ai passé en Italie. Et heureusement, notre génération même là, c'est nous qu'on a développé l'Italie. On a pris un pays pauvre. Pourquoi, si on regarde le temps de l'indépendance, 1960, l'Italie était le dernier pays de l'Europe, un pays pauvre, agricole, où les gens vont à l'extérieur. Pourquoi ils n'ont pas les manger? Et donc, c'est ma génération de les années 70, 90, qu'on a amené le pays à la 6e position de l'économie mondiale. Comment on a fait? Ça, c'est intéressant. Moi, quand, à la fin de les dernières élections, un changement énorme a été fait au niveau politique, j'ai imaginé je serai un grand collaborateur. Pourquoi? Je viens au Bénin avec toutes mes connaissances là, et donc je pourrai contribuer beaucoup. C'était une grande illusion. Pourquoi je dis ça? L'Italie est très similaire à le Bénin. C'est un pays qui n'a pas de ressources, sous-sol, eau, pétrole, nous on n'a rien. On était un pays pauvre comme le Bénin et on s'est développé. Comment on a fait? C'est les investisseurs qui sont venus à s'installer en Italie, c'est les investissements étrangers qui sont venus en Italie. Pour exemple, en Europe, à la fin de la guerre, on a vu le plan Marshall, dans les 1960, était déjà fini. Mais c'est lui qui a posé les bases. Le plan Marshall américain, là, c'est des financements à les privés. C'est l'Amérique qui finançait des projets privés, pas l'État. Pas l'État, seulement à les privés. Voilà, et c'est ça que la grande usine automobilistique, la Fiat, c'est dans les produits militaires de la guerre, là, s'est reconverti. Il a fait des voitures qui n'étaient pas en compétition avec les marchés américains, et donc ça a été financé et avec la Fiat, beaucoup d'usines. C'est ça qui a commencé vers les privés. Après ça, la connaissance, le knowledge, des professeurs américains. Quand ils viennent en vacances en Italie, on les attrape. On les met à l'université. Pour qu'ils nous apprennent, moi j'avais un professeur américain, il nous apprend ce qui se passe là-bas, qui encore dans notre pays, il ne se passe pas. Donc, c'est ça qu'il faut encourager. Si on n'a pas, je ne dis pas l'aide, mais l'opportunité, pourquoi je n'aime pas la parole l'aide là, c'est quand on aide quelqu'un qui est malade. Et si on n'a pas cette opportunité de capturer les investisseurs et les marchés à l'extérieur, pourquoi ça aussi c'est une négociation, d'aller à chercher des marchés pour nous, pas pour les autres, pour nous.
pour notre pays, marché des produits agricoles et d'autres qu'on peut faire, hein, c'est ça qui va développer les pays. Mais malheureusement, qu'est-ce que l'exportation a besoin pour se développer, hein? D'une politique efficace d'exonération fiscale, hein, pour être compétitive dans un autre marché, hein, et des encouragements en termes d'aide. Qu'est-ce que les entrepreneurs à l'extérieur ont besoin pour se déplacer ici? Sécurité, eh ben, c'est bon. Une imposition fiscale petite. Pourquoi si on cherche une imposition fiscale, les gens vont rester chez eux, en Europe. Nous, on a une grande imposition fiscale, mais les services de l'État sont beaucoup plus évolués qu'ici. Donc, les gens cherchent de payer petit impôt pour faire des bénéfices et réinvestir. Hein? Et quand il y a les bénéfices et il y a l'investissement, il y a l'emploi. Et ça retombe sur l'État. L'emploi a son impôt et tout cela va générer l'économie. Si ce n'est pas ça, l'Afrique n'aura pas jamais les ressources pour se développer suffisamment, pour se développer. Surtout sur la route de donner marché à les autres pays à la place qu'à elle-même. Il n'y a pas, c'est un court-circuit, et c'est la raison pour laquelle je pense, hein, les plans qui sont élaborés, qui sont de bons plans, ils n'arrivent jamais à se concrétiser. Pourquoi? Les moyens ne suffisent pas et les moyens sont pris par l'État chez les investisseurs, chez les entrepreneurs, et sous forme des impôts. Et donc, les entrepreneurs n'ont pas l'argent pour réinvestir dans leur entreprise, pour la faire et développer. Casimir Pédio. Oui, vous savez, un peu comme l'a dit M. Bédéi, aujourd'hui, pour développer nos pays, il faut beaucoup plus compter sur le secteur privé. L'État ne crée plus l'emploi. L'État doit être l'accompagnateur, doit être donc le partenaire. On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Mais contrairement à ce à quoi on assiste dans nos États, c'est que l'État se met dans la peau du chasseur, du gendarme, qui veut tuer. L'État, pour la plupart du temps, veut, surtout dans des États à revenus essentiellement fiscal comme le Bénin, l'État veut pressurer chaque fois pour pouvoir disposer de sa politique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, le véritable problème dont on souffre en Afrique, c'est la question du financement des projets. Et donc, la question des banques qu'il faut, des structures de microfinance, des structures de financement de nos économies. Et face à ça, nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou en Asie, qui aujourd'hui ont des difficultés chez eux et qui veulent investir chez nous. Mais lorsque le climat d'affaires n'est pas favorable, quand vous prenez un pays comme le Bénin, lorsque on pense par exemple que l'élite locale ne vaut absolument rien et que c'est par exemple la fuite, enfin les cerveaux importés qui aujourd'hui peuvent développer le pays. Et au même moment, on garde ceux-là qui ont été formés à plusieurs millions de francs CFA, ceux-là qui sont issus des universités, et on les garde pour faire appel à l'expertise étrangère. On ne peut jamais développer. On ne peut jamais développer le mécanisme. Il a dit, il nous faut aujourd'hui ce qu'on appelle le transfert de compétences. L'Espagne, enfin, l'Italie l'a fait. Profiter des connaissances venues d'ailleurs. D'ailleurs, à un moment donné, lorsque vous avez la capacité de faire venir donc les gens chez vous pour apprendre à votre jeunesse comment est-ce qu'on peut développer tel aspect, mais sur le plan local. Lorsque vous partagez donc cette expérience-là, ça reste. Je crois mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est beaucoup plus... L'Afrique est extravertie. On veut, c'est le mythe du blanc qui continue en Afrique. On veut demander, on demande. Non, ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui les mécanismes de financement de nos économies. Alors que le mythe selon lequel les meilleures choses viennent de l'extérieur, c'est suranné, c'est dépassé aujourd'hui. C'est dépassé. Alors, on attend toujours l'aide au développement. Nos États tendent toujours la main. On veut que la Banque mondiale ou le FMI viennent valider notre programme d'investissement. On veut que le FMI dise, ah oui, vous êtes bon. Vous avez un pays comme le Ghana, par exemple,
qui a dit au FMI, écoutez, je suis fatigué de vous, à partir de 2018, au 31 décembre 2018, sortez de chez moi, je ne veux plus vous voir. Mais ça n'a jamais empêché le Ghana de continuer sa politique de développement. Voilà des exemples. Des pays qui disent non, nous ne voulons pas ça. L'aide au développement, nous n'en voulons plus. Nous voulons aller sur le marché financier. Là où vous aussi vous allez, là où la France va emprunter de l'argent, là où les États-Unis... Savez-vous aujourd'hui que le plus endetté au monde s'appelle les États-Unis d'Amérique? Là où vous allez chercher l'argent, c'est là où nous-mêmes, nous voulons aller chercher l'argent pour nous développer. Et lorsque tu vas chercher de l'argent sur ce marché-là, tu es tenu d'être bon, de bien gérer, parce que tu vas payer non seulement ce que tu es allé donc chercher, mais aussi les intérêts. Mais lorsque l'aide au développement vient chez nous, qu'est-ce qu'on en fait? C'est parfois... Vous allez voir, c'est des machines qu'on laisse aux intempéries. C'est parfois des puits qu'on construit dans des localités où la population ne vit pas. Ou parfois, c'est des projets qui n'ont jamais donc, profité à la communauté. C'est à ça que nous assistons. Nous allons avancer dans ce débat. Et dans d'autres milieux, M. Bédaï, on pointe également du doigt le fait que chaque régime qui arrive au pouvoir dans les pays africains remet en cause les avancées et les acquis du précédent. Conséquence, il se pose également un énorme problème de manque de vision politique à moyen et long terme, ce qui fait échec aux ambitieux plans de développement. C'est vrai, mais je veux vous dire, ça là, ce n'est pas l'Afrique seulement. Moi, je parle pour l'Italie, mais la France aussi. Si un nouveau président vient là, il va changer, il cesse de changer tout ça que l'autre a fait. Toutes les visions de l'autre là ne sont pas bonnes. Ça, c'est la politique. C'est pour ça que moi, je dis l'économie. Hein, l'État doit avoir un rôle aux marges de l'économie. Hein, seulement comme promoteur, comme assurance, comme véhicule, mais ne doit pas être l'interprète principal de l'économie. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur le privé. Et je vois l'Italie, pour exemple, pour faire un exemple, là où je suis le plus compétent en tant qu'Italie, hein, et il y a beaucoup de problèmes de politique, mais l'économie marche. Pourquoi les politiques sont en train de sortir petit à petit là, hein, pourquoi ça, hein? Pourquoi ça? Pourquoi à l'extérieur de l'Italie, ou de l'Europe, là, aux confins de l'Europe, aux confins Est, il y a de nouveaux pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, ils se sont organisés pour attraper les investisseurs. Hein? Je parle de la Croatie, je parle de la Serbie, je parle de la Macédonie, je parle de l'Hongrie. C'est des pays de la Roumanie. C'est des pays qui te donnent une exonération fiscale si tu vas installer l'usine dans une semaine. Sans monter de projet, hein? Sans monter de projet, dans une semaine là. Tu n'as pas encore transféré les machines, tu as déjà l'exonération fiscale. C'est ça que les entrepreneurs cherchent. Malheureusement, ou heureusement, il faut dire la vérité. L'entrepreneur veut gagner de l'argent, il risque son argent et il veut gagner de l'argent. S'il gagne de l'argent, il est disponible encore à investir. Et donc à donner des conditions meilleures d'emploi à tout ça là. Sinon, on fait le contraire. Donc beaucoup d'entrepreneurs italiens sont partis. Ils fabriquent là-bas et ils vendent ça en Italie ou dans les autres pays d'Europe. Donc nous, on a aujourd'hui un énorme sens au Bénin. Il y a plus d'Africains en Europe qu'en Afrique. Hein? Nous-mêmes en Italie, qu'on n'avait jamais connu, il y a beaucoup d'Africains en France, tout ça là. On peut faire un grand marché avec notre produit là-bas. Si vous allez à Marseille ou dans un autre grand marché, disons, ethnique, hein, il y a les Liam, Côte d'Ivoire, Ghana, tout. Le Bénin, là, n'existe pas. Le Bénin n'exporte pas. Quand est-ce que nous aussi, on réclame notre place dans les marchés européens? Quand est-ce qu'on va réclamer notre espace? Nous aussi, on va faire 30, 40 conteneurs par mois de liam à envoyer en France, en Italie. Hein, et les autres. Après ça, encore une autre chose, hein, les tomates au Bénin. Quand la pluie tombe, on n'a pas les tomates. Mais si vous pensez qu'en Italie ou en Allemagne, il y a le froid 6 mois,
Quand la température est sous zéro, nous, on a les tomates fraîches chaque jour. Donc, c'est un empêchement, ça. C'est une grande opportunité. Les gens sont prêts pour venir ici à faire les tomates. Pourquoi? Dans cette période-là, leur coût est beaucoup plus élevé. Donc, ça suffit seulement de faire de bonnes conditions. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut orienter ces plans de développement et améliorer les choses. Casimir Pédior, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier mot avant que je ne conclue. Oui, c'est de dire désormais à nos dirigeants de tenir compte des réalités endogènes pour élaborer leurs plans. Et aussi, on doit pouvoir avoir des canevas. Certes, quand vous prenez un pays comme le Bénin, il y a le document Alafia 2025 qui aujourd'hui dit beaucoup de choses, mais on a quand même l'impression que Alafia 2025 n'engage que ceux qui l'ont élaboré. Chacun vient, il vient avec sa vision et ça ne cadre pas forcément avec le développement tant attendu. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Maurizio Bedei, économiste spécialiste des questions énergétiques, Casimir Pédior, journaliste et directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prenez le prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.